Bonjour, je m'appelle Adi et je suis dans ma troisième année à l'Université de Virginie. Je viens de la Virginie du Nord et je me spécialise en anthropologie et en français, bien sûr. Et j'habite ici, à la Maison française. J'ai suivi un cours ici, dans la salle de classe de la maison, et je suis tombée amoureuse de l'architecture et de la communauté. Grâce au site web du département de français, j'ai découvert que le processus pour devenir résident était très simple. Seulement une candidature en ligne est en entretien. J'ai posé une candidature à l'automne de ma première année et j'ai été acceptée. J'étais très heureuse. Pendant l'été, dans mon enthousiasme, j'ai décidé d'en apprendre plus sur l'histoire de la maison qui deviendrait la mienne. J'admets que j'espérais que la maison serait hantée. Cependant, le site web du département de français n'avait pas trop d'informations sur le sujet. Pareil pour Wikipédia. Les deux disaient seulement que c'était un souhait de Thomas Jefferson d'avoir une maison française et donnaient quelques détails sur Paul Brandon Berringer, le propriétaire original de la maison, ajoutant que la maison avait été achetée par l'Université de Virginie en 1985. Entre les départs de Berringer et 1985, l'histoire semble avoir été perdue. Donc, j'ai juré de découvrir cette histoire perdue. J'avais deux questions de recherche. Que s'est-il passé ici? Et qui est-il la famille Berringer, ainsi que les résidents qui l'ont suivi? Je vous préviens tout de suite, je n'ai pas trouvé toutes les réponses. Pas du tout. Mais après toutes ces recherches, je commence à vraiment comprendre l'esprit de cette maison, avec son histoire compliquée et parfois pas très flatteuse. Dans ce contexte, je vous présente l'histoire de la maison française, ou tout ce que j'ai trouvé. Mais aussi, je pense que c'est difficile parfois de séparer notre vie personnelle des vies de la maison parce qu'on partage un endroit. Et donc, je pense qu'il faut apprendre comment vivre ensemble. Et ça, c'est un défi de la vie universitaire en fait. C'est la même chose pour tous les gens qui commencent leur vie à UVA. Je commence avec l'idée que Thomas Jefferson lui-même voulait une maison française. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Eh bien, j'ai fait mon enquête et j'ai même écrit une rédaction sur le sujet pour mon cours de français l'automne dernier. Voici les détails importants. En 1819, quand Jefferson était en train de créer son université de Virginie, à cette époque appelée le Collège central, il a écrit une lettre à James Madison en disant qu'il craignait que les étudiants ne soient pas préparés intellectuellement pour son université, particulièrement dans les domaines des langues. Après tout, Jefferson considérait que les langues, particulièrement la langue française, étaient cruciales pour une bonne éducation, et qu'une bonne éducation faisait un bon citoyen. Afin d'apaiser ses inquiétudes, Jefferson a initié deux projets. L'école préparatoire de J.E. Stack et la pension de la famille de Peter et Victoire Laporte. Selon Jefferson, M. Stack avait a style of instruction critical and solid, beyond any example I have ever known in this state, or indeed in the U.S. Surtout, M. Stack enseignait le français, ainsi que le latin et le grec. Avec cette école, les premiers étudiants de l'université, qui avaient reçu des éducations en égal étant suffisantes aux yeux de Jefferson, pourraient atteindre le niveau attendu d'eux pendant l'été avant le commencement des cours. Après leur journée d'études à l'école préparatoire, les étudiants rentraient à la pension Laporte, qui était une résidence étudiante où il fallait parler seulement en français. Cela vous évoque quelque chose. Dès le départ, Jefferson n'a pas pensé que ces deux projets seraient permanents. Après leur journée porte ouverte en mai 1819, il a pensé que les deux existeraient peut-être quelques années jusqu'à son université ainsi que le programme de langue française soit mieux établi. Cependant, les deux ont connu une fin prématurée à cause de deux choses auxquelles Jefferson a souvent dû faire face, les dettes et l'orgueil. Les problèmes de la pension de M. et Mme Laporte sont survenus seulement 2 mois après son ouverture. Le 28 juillet 1819, Laporte a écrit ces mots à Jefferson. « À la requête de mes pensionnaires, j'ai l'honneur de m'adresser à vous, pour vous prier de leur prescrire des règles qui les obligent à parler français dans ma maison. Ils m'ont demandé d'abord de le faire moi-même, mais je n'ai pas cru être en droit de le faire. C'est évident que la famille Laporte n'avait pas le respect de ses résidents. Peter et Victoire Laporte ont lutté contre les dettes et les manques de discipline pour une année de plus, mais ont dû fermer la résidence en août 1820.
L'Université de Virginie n'aurait pas une autre résidence pour la langue française jusqu'en 1981, plus de 150 ans plus tard. L'école de M. Stack dura encore moins longtemps que la pension de Peter et Victoire Laporte. Le 13 août 1819, dans une lettre à Jefferson, M. Stack expliquait que son bâtiment pour l'instruction n'était pas bon pour la santé, because of the heat and the tainted atmosphere. De plus, il a ajouté que son école était meilleure que l'université que Jefferson était en train de créer, en disant qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que les étudiants quittent son école pour l'université de Jefferson. Par conséquent, M. Stack était très frustré par le manque d'étudiants dans son établissement et dans cette même lettre, il a menacé de prendre sa retraite. Jefferson a répondu sévèrement. I shall hope that you would not retire so abruptly as not to give us time to provide a successor. Some good offers have been rejected in the hope of your continuance. Ces mots n'ont pas marché. M. Stack a pris sa retraite le 21 novembre 1819, laissant l'instruction de la langue française à l'Université de Virginie dans les mains de George Blatterman, le professeur de langue moderne. Les 2 professeurs enseignants à l'époque Blatterman, qui habitaient au pavillon 4, étaient le prof le moins populaire. C'est le seul professeur dont on n'a aucune photographie. En fait, il a été licencié en 1840 parce qu'il a frappé sa femme en public. Les autres anecdotes de la vie de Blatterman à l'université sont nombreuses, trop nombreuses pour la durée de ce film. Ce qui est important est que son comportement abominable n'a pas causé la fin du programme de français, même si ce fut envisagé. Je suis content que ce n'ait pas été le cas. Donc, c'est vrai que Thomas Jefferson a désiré une maison pour la langue française, mais seulement pour quelques années afin que les étudiants prospectifs de son université puissent réussir au début de l'année scolaire. Pour comprendre l'histoire de la maison française telle que nous la connaissons aujourd'hui, il nous faut laisser derrière nous Thomas Jefferson, le couple Laporte et M. Stack, et nous intéresser à la famille Barringer. And Father wasn't, I don't think he was too keen about going to Princeton. And this suited him, and he fell in love with it, as so many men have done. Paul Brandon Barringer a reçu son diplôme de l'école médicale de l'Université de Virginie en 1879. En 1885, il est retourné à l'université en tant que professeur de physiologie et de materia medica. Il a habité à Islande avec sa femme et ses 8 enfants. Pour une raison que le texte n'explique pas, la famille Barringer a décidé de déménager de sa résidence sur Islande à Jefferson Park Avenue, qui à cette époque s'appelait Fry Spring Road. Cependant, je peux émettre une hypothèse quant à la raison de ce déménagement grâce au travail d'Anna Barringer, une des enfants de la famille. Cette hypothèse introduit le thème de racisme dans l'histoire de la construction de la maison française. Près de la fin de sa vie, Anna Barringer a écrit un mémoire sur ses expériences à l'Université de Virginie comme enfant d'un membre du corps professoral intitulé « Pleasant it is to remember these things ». Ce document est un outil inestimable pour comprendre les premières années de la maison, ou comme on l'appelait alors, Barringer Mansion. Au sujet de son déménagement d'Islande à Barringer Mansion, Anna écrit In 1894, the Dawson Investment Company, consisting of Mr. Samuel Chancellor, Professor Fontaine, and Dr. Barringer, bought some land adjacent to the university to keep it from undesirable occupancy. Across the Fry Spring Road, it was then called Canada, because it was across the border and adjoined the C&O Railroad. Dr. Barringer had the lower third of the property from a narrow alley, now Monroe Lane, to another, Lane Road, that leads to the hospital parking lot, once our pasture. He built a sizable house on the crest of the hill with a tennis court below, a barn for 2 horses and a cow, an orchard, a garden, and a gardener's cottage. Bien qu'Anna n'ait pas donné explicitement ce détail de ses habitants indésirables dans le quartier Canada, beaucoup d'étudiants aujourd'hui connaissent déjà l'histoire de cette partie du campus. C'est impossible de l'éviter, vu l'exposition de Know Hall et l'arrangement des bâtiments du Bureau des Affaires afro-américaines. Canada était un quartier pour les Afro-Américains libres pendant le 19e siècle, autour de ce qui est aujourd'hui Jefferson Park Avenue, au pied de la colline sur laquelle est construite la rotonde. Beaucoup de ces résidents travaillaient à l'université.
Cependant, plusieurs professeurs et membres du conseil des visiteurs de l'université ont pensé que ce quartier était disgracieux, particulièrement parce qu'on pouvait le voir depuis la lande. Après l'incendie qui a détruit l'annexe de la rotonde abritant le Public Hall en 1896, l'université a décidé de reconstruire ce bâtiment, mais cette fois-ci en face de la rotonde pour cacher le quartier Canada. Compte tenu de l'intérêt que le Dr Beringer portait au déterminisme biologique qui constitua la base de l'eugénisme, il ne serait pas surprenant qu'il ait soutenu cette initiative. Le manoir Beringer fut construit dans ce contexte. De nouveau, grâce à Anna Beringer, nous avons un portrait de la vie dans cette grande maison au tournant du siècle. Premièrement, l'on doit savoir que le Dr Beringer n'était pas seulement un professeur de médecine, il était aussi à la tête du corps professoral entre les années 1896 et 1903, le dernier avant l'institution d'un président de l'université. En tant que tel, Dr Beringer avait la responsabilité d'accueillir les invités éminents de l'université chez lui. Deux invités attirent notre attention. Le 26e président des États-Unis, Theodore Roosevelt, et le 28e, Woodrow Wilson, quoiqu'il ait été le président de Princeton au moment de sa visite. La visite du président Roosevelt est très bien documentée. Le programme de son discours est même dans la bibliothèque de Special Collections. Le 16 juin 1903, Theodore Roosevelt s'est arrêté à l'université avant de retourner à Washington, D.C. après un tour de l'Ouest. Il a donné son adresse à Fairweather Hall, le gymnase de l'époque. Dans son adresse, il a dit « In a trip across the continent such as I have taken, I should feel that the trip were incomplete if it did not end with a pilgrimage to the University of Virginia. » Après l'adresse est un repas de shrimp salad parisienne, filet of beef pique britannier, spring chicken au jus et peppermints, Roosevelt, sa femme et ses domestiques sont retournés chez le Dr Beringer pour se reposer un peu avant un voyage à Monticello à cheval. J'ai découvert, grâce à la bibliothèque de Special Collections, qu'il y avait même des règles pour les personnes qui monteraient à cheval avec le président Roosevelt. En fait, Dr Beringer a reçu ces règles avant l'arrivée du président à l'université. La règle qu'on doit toujours être derrière le président est notable. Au manoir Beringer, l'on n'a pas toujours des invités, et Anna Beringer a parlé aussi de ces périodes plus calmes dans son livre. Les enfants jouaient avec les autres enfants de professeurs dans le jardin. Quelquefois, quand il faisait froid, les enfants faisaient du patin à glace sur les étangs qui étaient à côté de ce qui est maintenant Memorial Gymnasium. Maintenant, il y a des terrains de tennis à cet endroit. Le soir, si l'on n'avait pas une fête à laquelle assister, les chansons de société secrètes sur East Range parviendraient aux oreilles des résidents de la maison. Anna nous fournit les paroles et la mélodie de quelques-unes de ces chansons, donc on peut se faire une idée de ce qu'elle a entendu. Academic tickets are a pleasant recreation. Law, we all know, is a vile abomination. Medicine, however, is an honored occupation when we get our degree. Pi mu mu pi pi mu pi mu mu pi pi mu pi mu mu pi pi mu when we get our degree. The Gruder's lengthy classes we greatly do abhor. Paul B's jokes get daily lower and lower. Billy Christian's bones we will put behind the door when we get our degree. Pi mu mu pi pi mu pi mu mu pi pi mu pi mu mu pi pi mu when we get our degree. Cependant, la famille Beringer n'est pas restée très longtemps dans la maison. En fait, Dr Beringer a essayé de prendre sa retraite pendant 5 ans à partir de 1898, mais l'université a refusé. En 1903, l'université a décidé de créer le poste de président, et naturellement, l'on a demandé si Dr Beringer remplirait le poste. Il a dit que non, mais il a accepté d'aider à chercher le premier président de l'université de Virginie.
l'université favorisait Edwin Alderman, le président de l'université de Tulane, et en 1904, Dr. Barringer a commencé une correspondance avec celui-ci qui a accepté tout de suite. En 1905, Edwin Alderman est devenu le premier président de l'université de Virginie, grâce à Paul Brandon Barringer, qui peut enfin prendre sa retraite. Le reste de sa famille a continué d'occuper quelques maisons à Oakhurst Circle, qui sont maintenant le restaurant Oakhurst Inn et des hôtels. Dr. Barringer ne restait pas à la retraite très longtemps et devint le président de Virginia Tech. Cependant, la contribution de Dr. Barringer est très présente ici, non seulement à la Maison française, mais aussi à The Barringer, en immeuble d'habitation, et surtout à l'hôpital, qui a été construit grâce à son idée en 1901. Aussi, c'est une maison avec de l'histoire et aussi de caractère. Je ne sais pas si on peut dire ça. Donc, pour cette raison, c'est très différent d'autres on-ground housing à l'université. Après le départ de la famille Barringer, il y a une période de mystère, où les pistes des documents disparaissent presque. Après tout, la maison continue à être une résidence privée, mais désormais, ces résidents ne sont plus des gens célèbres dans l'histoire de l'université. Nous avons seulement quelques documents, un rapport du monument datant de 1974 et un formulaire de nomination pour le registre national des lieux historiques datant de 1984, et les listes des noms des résidents locataires dans les annuaires de Charlottesville. Heureusement, les rapports énumèrent les propriétaires après Barringer. En 1907, Barringer a vendu la maison à Rosa Lane, puis en 1930, Rosa Lane l'a vendue à Mary Glynn. Enfin, Mary Glynn l'a vendue à Dr. Owen Driscoll en 1936. En 1968, à cause de la mort de Dr. Driscoll, sa fille Doris Driscoll Collins a hérité de la maison. Cependant, ces documents légaux ne nous disent pas comment était la vie pendant cette période de la maison, comme les écrits haut en couleur d'Anna Barringer. De plus, je n'ai pu trouver aucune trace, ni de Rosa Lane, ni de Mary Glynn. Juste après le départ de la famille Barringer, une publicité apparaît dans le Times Dispatch de Richmond en 1911 qui dit « Barringer House, comfortable double and single rooms with or without private baths, good table, on car line, just outside of university grounds. Write Mrs. J.H.H. » Cependant, je n'ai pas réussi à trouver de Mrs. J.H.H. Sur cette époque, j'ai seulement trouvé une photo de quelqu'un qui s'appelait Lillian Lane, que je présume être la fille de John Lane, un cheminot et un résident de la maison dans l'annuaire de 1910 à 1911. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale, je ne trouve rien. Ma grand-mère m'a dit que peut-être la maison était une pension de famille pendant la Grande Dépression, mais cela est seulement une supposition. Sur l'époque de la famille Driscoll, nous avons plus d'informations, mais pas trop. J'ai appris que le Dr. Owen Driscoll était dentiste, avec son cabinet ici, 111 East Main Street, maintenant un restaurant sur le Downtown Mall. Quand Doris Driscoll a hérité de la propriété en 1968, elle louait déjà ses appartements depuis au moins 1961. D'après mes recherches, des dizaines de gens ont habité ici. J'ai trouvé le manque d'informations sur cette période démoralisante. Cependant, l'historien de l'architecture à UVA, Garth Anderson, m'a écrit « If the house has had boarders for most of its history, there probably hasn't been much going on. The landlady wants a quiet house. » C'est une communauté diverse qui contient des perspectives très différentes, mais tous ces gens sont liés par l'intérêt commun de le français, de parler français. Et c'est un endroit assez unique à cause de ça. Les traces de documents reviennent en force en 1981, quand le UVA Medical School Foundation a acheté la propriété après la mort de Doris Driscoll Collins. La même année, le public de Charlottesville a soumis une candidature pour que le Barringer Mansion soit enregistré dans le National Register of Historic Places, une liste organisée par le National Park Service. La maison a été acceptée non seulement grâce à son importance historique, mais aussi à son mérite architectural. La candidature inclut un bon paragraphe de détails, comme la porche cochère, les colonnes en bois,
toujours important dans l'architecture autour du campus, la tourelle et les fenêtres verriées. Surtout, la maison est un des seuls exemples du style d'architecture Queen Anne à Charlottesville. Cela a pris du temps à l'hôpital de décider ce qu'il voulait faire avec le Beringer Mansion. Enfin, 2 années après qu'il l'a acheté, il a décidé de le démolir pour créer un complexe chirurgical. Le public était contre cette décision. Des groupes nombreux comme le Charlottesville Historic Landmarks Commission, le Jefferson Park Avenue Neighborhood Association et le Board of Architectural Review ont protesté contre la démolition en citant la valeur historique de la maison. En septembre 1983, la University of Virginia Health Services Foundation a été d'accord pour utiliser un autre bâtiment pour le projet. La maison a été sauvée. Cependant, parce que la maison n'était pas habitée pour quelques années, elle était dans un mauvais état. Quiconque aurait décidé d'utiliser la maison à l'avenir aurait beaucoup de travail à faire. Au moment même où le public de Charlottesville était en train de sauver le Beringer Mansion, le département de français était en train d'échafauder ses propres plans. Pendant le semestre d'automne en 1981, grâce à l'initiative de l'étudiant Terry Skura, le département de français a ouvert une maison de langue ici, au 214 West 17th Street. Cette maison d'immersion était très différente de la pension de Peter et Victoire Laporte. Comme dans les autres nouvelles maisons de langue qui incluent le russe, l'espagnol et l'allemand, les résidents pouvaient gagner des crédits académiques s'ils assistaient au dîner 4 fois par semaine, écrivaient dans un journal intime et s'ils rencontraient régulièrement un membre du département, tout en français bien sûr. La popularité de ce programme n'a cessé d'augmenter. À l'automne 1984, dans un article du journal universitaire, le chef du département de français, Robert Denomy, a dit que la maison française qu'ils avaient déménagée au 214 West 14th Street n'était plus assez grande pour le programme. Dans ce même article, Denomy note que le Beringer Mansion, à ce moment inoccupé, serait un lieu excellent pour le programme. Le problème, c'est le coût de la restauration. La Historic Renovation Corporation, la même équipe de gens qui rénovent les maisons des fraternités sur Rugby Road, estimait un coût de $600 000. Presque tout l'intérieur devait être rénové et l'on devait ajouter les entrées pour handicapés. Cependant, l'université a soutenu le projet. La Historic Renovation Corporation a acheté les bâtiments de la Medical School Foundation, loué les chambres aux étudiants et les salles au rez-de-chaussée à l'association des anciens élèves. Après quelques années, l'université a eu assez d'argent pour acheter la maison à la Historic Renovation Corporation. Pendant le semestre d'automne de l'année 1985, la première classe de 35 maisonnettes, dont 2 étudiants de master, s'est installée. La maison était temporairement décorée avec les meubles du Bailey Museum, aujourd'hui le Fralin. Un artiste de la région, Michael Urkel, a peint les murs de la tourelle. Un ancien étudiant de l'université, le Dr. William Strobel Hunter, a même donné des objets anciens français. Une statue de Sainte Barbara, maintenant dans la salle de classe qui date de 1507, est une copie d'une carte de Paris au XVIIIe siècle par Turgot. Grâce à la nouvelle technologie, comme Facebook, et à l'aide du département de français, ce n'est pas difficile de contacter ses premiers résidents et d'extraire quelques souvenirs de ces premières années. Les souvenirs du niveau de français. The first year in the mansion, there were a handful of people who did a concours whereby they only spoke French. Every second of every day they were in the house. That was not just in the common areas, and no pidgin French was allowed. For example, they did not even allow themselves to say la lawn, it had to be la pelouse. Those people eventually got so tired of speaking French that they stopped speaking French altogether, and by the end of the school year they sat at one table in the dining room and even during dinner only ever spoke English. Les souvenirs de la rénovation qui a continué même quand les résidents se sont installés. I remember one time when my alarm went off in the morning. I ignored it and continued trying to sleep because I thought it was just a piece of construction machinery. That is how much work was still going on at the house. Les souvenirs des fêtes, les anciens n'ont pas voulu me donner des détails. La maison française était célèbre pour ses soirées d'Halloween à cette époque. Et enfin, les allusions à la Tourelle, le petit café qui était ouvert à la maison pour le public entre le lundi et le jeudi. Les résidents ont dû travailler par rotation pour aider à payer les dettes de l'université envers la Historic Renovation Corporation. Bien que le café ne fût pas célèbre pour sa sélection variée, les quiches étaient toujours appréciées par les étudiants, les profs et même les employés de l'hôpital. La nouvelle maison française était un grand succès. Elle est devenue centrale pour les événements culturels du département,
comme les conférences, les dîners et oui, les fêtes aussi. Et surtout, a lot of people found a second home at the French house. I made some lifelong friends there. I and a lot of people feel a huge debt of gratitude to the people who set up that French language immersion program. Pour toi, c'est quoi une journée typique à la maison? Alors, je dirais que ça dépend du résident. Donc pour moi, une journée typique commence avec du thé. Pour moi, je me réveille, je mange le petit déjeuner avec ma camarade de chambre ou dans la salle à manger. Une journée typique, alors dans le matin c'est assez tranquille, il y a beaucoup de monde dans la cuisine, mais je pense que c'est un peu tôt pour parler le français. D'aller au cours et peut-être passer un peu de temps en étudiant ensemble dans l'après-midi. Et puis je pars pour les cours. Et donc, après ça, bien sûr, j'ai des cours. Pendant la journée, c'est assez vide à la maison et tout le monde est à classe ou en train de faire n'importe quoi. Et quand je rentre à la maison, d'habitude c'est l'heure de dîner avec tout le monde. C'est là où on discute et on parle des sujets divers et en français, bien sûr. Quelquefois, il y a des gens qui jouent le piano pendant le soir, donc j'aime s'asseoir dans la salle et écouter. Voilà. Finalement, de partager un dîner ensemble. Donc pour moi, une journée à la maison, normalement, c'est concentré autour des repas, d'étudier, des événements culturels. Mais c'est extraordinaire de partager tous ces types de choses avec le même groupe des gens. Alors, qu'est-ce que la maison française ressemble à toi? Je dirais que c'est comme une grande famille. Il y a des niveaux pour moi. Donc, bien sûr, c'est une résidence. C'est où j'habite. C'est l'endroit où je me sens confortable après une journée difficile. La maison française, c'est mon espace à l'université. C'est une communauté pour moi, mais de plus, c'est où je me sens chez moi. C'est l'endroit où j'ai trouvé ma place à l'université. J'ai la chance d'apprendre beaucoup sur des sujets que avant j'avais aucune idée. Donc ça c'est chouette aussi. À peu près 13 heures, je ne sais pas, de la maison. En fait, ce n'est pas forcément la langue, c'est plutôt l'amitié qu'on trouve ici. 33 années plus tard, la maison n'a pas trop changé. Le café La Tourelle n'existe plus et les meubles du musée sont retournés au musée. Mais ces tables et chaises sont restées éternellement ici. Dans cette maison, entourée d'amis, il est facile d'oublier l'histoire de ce lieu. Les nombreuses vies qui ont habité ici, pour un semestre, une année ou 10, les siècles d'histoire dont ces murs en étaient témoins. D'une demeure pour la famille Beringer à la maison française aujourd'hui, en passant par des appartements loués et une maison abandonnée, presque détruite. Pour des centaines de gens, cette maison a été et sera sans doute home. Cependant, pas pour des fantômes, en tout cas de tout ce que j'ai trouvé.